Mais 10 jours pour se prononcer, pratiquement une trentaine de recours introduits de ce côté. On va considérer que les sujets qui sont inscrits là-bas sont en instance. Nous, on va repartir du côté d'Elections Cameroun, qui a rendu public, on le sait, samedi dernier, la liste des 13, entre guillemets, qualifiés pour la finale de cette élection qui aura lieu le 12 octobre prochain, avec, bien entendu, 70 autres dossiers qui ont été mis de côté. Et puis, on va réfléchir sur ce qui s'est passé à l'ECAM pour essayer de comprendre pourquoi tant de rejets. Est-ce que l'ECAM a fini par exposer l'impréparation des partis politiques au regard des griefs qui ont été retenus du côté du Conseil électoral, des absences dans les dossiers, certaines de ces absences étant des plus surprenantes? Est-ce que c'est l'impréparation des partis politiques ou d'un autre côté, la loi électorale est-elle très dure? Comment comprendre tous ces rejets? C'est un peu la suite du dossier ouvert depuis hier. Pour en parler, honneur aux dames. Ça va être un exercice un peu difficile. Bijou, c'est facile, c'est le nouveau prénom. Oui. Ça passe, Bijou. Il y a un second prénom. Bijou Géraldine. Bijou Géraldine. Là où ça devient compliqué, c'est le nom. Allez, on y va ensemble. C'est Ongmakagne. 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 Voilà, il y a un autre nom là-devant. H-E-U. H-E-U, exactement. Ça fait particulier. Bijou Géraldine Ongmakagne. Voilà, vous êtes E. Merci. H-E-U. C'est nouveau, moi j'ai jamais entendu ça. Vous savez, nous sommes 250 ethnies, donc il y a des noms assez particuliers un peu partout. Ça vient de Ndiki, c'est ça? Ça vient de Ndiki. Ça vient de Ndiki, on salue les populations de Ndiki. Oui. Vous êtes femme politique, vous êtes à la tête d'un parti politique, le RPC. Renaissance Prospérité du Cameroun. Prospérité du Cameroun. Oui. Alors, je vais présenter aux téléspectateurs 3 belles photos. Merci. De vous. Merci. On vous annonçait à l'élection présidentielle. On ne sait pas à quel niveau vous avez disparu. On est fiers de vous avoir sur le plateau. Est-ce qu'on peut avoir les photos qu'on allait certainement avoir pendant la campagne électorale? Parfait, Zambo va nous les proposer. Ça s'est arrêté à quel niveau? Alors, ça s'est arrêté au niveau, bien évidemment, de l'ECAM. Et vous avez quand même déposé un dossier? Oui, j'ai déposé. Donc, je souhaite quand même féliciter l'ECAM pour cette transparence et ce professionnalisme. Et je veux dire que vraiment, ils ont bien organisé. J'ai été très bien reçue. Et voilà, je souhaite vraiment dire Votre dossier merci. était incomplet? Le dossier était incomplet, bien évidemment. Il n'y avait pas quoi, 30 millions? Non, plutôt les 300 signatures. 30 millions, ce n'était pas un problème? C'était pas un problème. Les 300 signatures, oui, c'était un problème. Pourquoi on n'a pas donné 300 signatures à Bijou? Paul Maël, qui est un spécialiste de l'image, on repropose les photos. Paul Maël, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes compagnonnistes et bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs. Je vais leur parler des images, parce qu'on a quand même vu des candidats qui n'ont pas pensé traiter leurs photos. On présente les photos de Bijou Ongmakagne. Il y a quand même du bon travail. Oui, c'est du travail professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats, que ce soit à l'élection présidentielle ou ceux qui vont se lancer à la course pour les législatives et municipales, doivent faire un shooting photo. C'est un exercice qui est obligatoire parce qu'une photo, une image, c'est des éléments qui peuvent capter. Vous savez, le public auquel vous vous adressez est autant captivé par ce que vous dites que par ce qu'il voit en termes d'image. Et même des études ont montré que quand vous vous adressez à un public, il s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est non-verbal. Donc c'est très important. Et le shooting que nous voyons à l'antenne est très propre, est très professionnel. Ça prouve que la candidate prenait au sérieux sa démarche vers la présidentielle. Mais c'est pas aller loin, sa démarche. Vous n'êtes pas le Conseil constitutionnel, ça va? Non, je pense qu'ils sont très professionnels, donc il n'y a rien à dire. Je respecte la loi, je respecte tout ce qui va avec, donc non, c'est pas nécessaire d'aller... et je conseille même d'autres qui le font, qui savent que qui devraient aussi également s'arrêter, qu'on puisse avancer, on puisse avoir une élection dans la paix, dans la sérénité, que le Cameroun puisse vivre un moment magnifique. Je pense que ça sera une très belle élection. Rendez-vous surtout dans la paix. Rendez-vous 2026, il y a les municipales et législatives. Bien sûr, bien sûr. Je ne quitte pas la scène politique, je suis là. D'accord. On revient à Paul Maël, qui est le porte-parole du candidat Akeremouna.
ça s'est bien passé du côté de l'Elections Cameroun. Oui, oui, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on avait pris le soin, nous, de bien travailler notre dossier. Je dois dire ici que notre dossier, lui, il était prêt, mis à part le cautionnement, mais il était prêt un mois avant. On l'avait apprêté, on avait passé pratiquement 4 jours à scruter parce que l'autre chose qu'il faut dire, c'est que la loi électorale est un peu floue sur la constitution du dossier. Il faut faire très attention sur les terminologies. Par exemple, quand vous lisez la loi électorale, moi j'accompagne un candidat anglophone, quand vous lisez la loi électorale, on vous dit en français, il faut produire un extrait de l'acte de naissance, et on vous dit en anglais, il faut produire une copie certifiée conforme. Donc vous ne savez pas, est-ce que c'est la copie certifiée, est-ce que c'est l'extrait, deux pièces qui sont totalement différentes. On vous dit par exemple qu'il faut produire une attestation de versement de caution, un certificat, voilà, oui. Un certificat de versement de caution. Beaucoup de personnes peuvent penser qu'il s'agit de payer la caution, de prendre la quittance et de l'insérer dans le dossier, mais non, quand vous avez payé la caution, que vous avez la quittance, vous allez dans un autre bureau du Trésor où on vous délivre le certificat. Pareil, on vous demande d'avoir une attestation d'inscription sur les listes électorales. Beaucoup de gens pensent qu'il faut photocopier sa carte d'électeur et l'insérer dans le dossier. Que nenni, il faut repartir au bureau ELECAM où vous êtes inscrit pour qu'on vous délivre, donc le chef d'antenne vous délivre une attestation d'inscription sur les listes électorales. Donc c'est un peu... On a déjà un pied là dans la thématique. Hein. Voilà, est-ce que ELECAM expose l'impréparation des partis politiques? Est-ce que c'est la loi électorale qui est le problème, sa compréhension, son interprétation pour qu'on arrive à tous ces recours, mais également au rejet de nombreux dossiers de candidature. Accueillons d'abord Benjamin Bala Onambele. Il est membre du PDC, du président Dieudonné Tedjissé, qui nous a annoncé qu'il allait compétir. Il n'est pas parmi ceux qui ont été retenus, il n'est même pas parmi ceux qu'on a rejetés. C'est ça? Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir également à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Bonsoir également à tous nos militants PCPDC, Nord, Nord, Sud, Est et autres. Des partis politiques, parce qu'il faut dire que les partis politiques sont régis par la loi. Et derrière, vous avez sur certains cas, le MINAS qui outrepasse les décisions de justice et qui vous dit, la justice a dit c'est Jean-Jacques, mais moi je reconnais Paul Mahel. Donc on a ces cas-là qui sont des cas qu'il faudrait clarifier et on espère tous que pour des cas qui ont ce type d'ambiguïté, que le Conseil constitutionnel dira son droit et que ceux qui doivent être rétablis le seront. Alors, est-ce que finalement c'est l'impréparation des partis politiques qui a été exposée au regard du nombre de dossiers rejetés? Bon, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que, comme l'a dit le monsieur, quand on dépose un dossier, il y a, il y a toute une liste de documents à fournir. En 2018, vous avez constaté que les partis politiques ont fait un travail. On avait environ 6 667 754 inscrits sur les listes électorales. En 2025, ça a plutôt augmenté à 8 millions. Ça veut dire que... Ce qui est normal, non? Ce qui est normal, ça veut dire que les partis politiques, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à préparer le terrain. Ça veut dire que ces partis politiques ont vraiment travailler. Et vous allez voir, par exemple, que comment comprendre certaines attentes où vous vous retrouvez avec des lettres de parrainage où les administrés, où les sous-préfets bloquent des dossiers dans des tiroirs après avoir reçu les lettres de parrainage auprès de ces élus qui sont censés délivré aux candidats. Nous avons eu un problème qui a été personnel où nous nous sommes retrouvés en train de voir notre lettre de parrainage, la lettre de parrainage du président TDC données en train de parcourir dans les réseaux sociaux. Le président TDC a été obligé de saisir la hiérarchie de cette autorité que je préfère taire le nom. Mais comprenez que avec ce genre de processus, il est difficile
d'avoir un processus électoral clé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que ELECAM, comme disait un copanéliste, n'est qu'une boîte de réception. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire la direction générale, parce qu'on a deux instances là. La direction générale, c'est une boîte de réception des dossiers, d'enregistrement, puisque dans l'esprit de cette loi, lorsque cette loi passait au Parlement, il était question de faire l'ouverture démocratique, l'ouverture politique pour ne pas frustrer certains candidats. Et maintenant, le Conseil électoral se met dans la posture, pas d'un organe contentieux, bien d'un organe judiciaire, mais d'un organe administratif qui prend des actes destinés à constater la régularisation, la conformité des pièces. Et vous allez vous rendre compte que, en ce qui concerne le travail qui a été fait récemment, sur les 80 poussières de candidatures, il y a eu une discrimination positive qui a consisté à mettre de côté tous les candidats indépendants. Vous savez que, Jean-Jacques, actuellement les Camerounais sont assoiffés du changement. Et les Camerounais, disons le vrai, les Camerounais n'ont plus trop confiance aux partis politiques. Bien que c'est eux qui font le jeu. Alors, on a mis de côté les candidats indépendants, ou alors les candidats indépendants n'avaient pas de dossier complet. Parce qu'il est impossible, il est inadmissible de me dire que vous faites un dossier et vous n'êtes pas apte d'avoir ce qu'ils appelaient l'attestation, par exemple, d'inscription au fichier électoral. Mais quand vous prenez l'article 121, l'article 122 et suivant, vous n'allez pas voir cette pièce apparaître nulle part. Voilà d'abord des incongruités juridiques. Vous allez au niveau des investitures. La démocratie représentative interdit qu'on écarte un adversaire qui bénéficie d'une légitimité du suffrage universel. Lorsqu'un parti politique, que la loi par exemple a été désigne, alors que lorsqu'un parti politique, que la loi désigne un candidat et qui présente ce candidat se retrouve entre le marteau et l'enclume, voyez-vous que c'est une situation de difficulté que le candidat ou bien le parti politique ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que dans la loi, le conseil électoral qui complique un peu. Qui complique. Voilà. Le conseil électoral va vous dire qu'il n'est pas là pour gérer les choses internes de vos partis politiques. Alors vous souhaiterez qu'on assouplisse un peu les règles et de ce côté-là. On va revenir à la suite tout à l'heure. Je voulais chuter en faisant des propositions. Oui, gardez la suite des propositions. On n'est pas encore proposition. Okay. Vous avez préparé. Bonsoir le grand soir. La pluralité des candidatures est déjà l'expression d'un mal en soi. Paul Biarrivet se posait la question de savoir pourquoi tant de personnes veulent le remplacer. Par rapport au tamis des dossiers, franchement, ce code électoral est parfois ridicule. Il dénigre lui-même la fonction présidentielle. Aucun dossier dans ce pays n'est recevable s'il n'est pas complet, sauf celui de la candidature à la plus haute fonction de l'État. C'est quelle histoire comme ça, Sylvestre de Monatélé, qui interroge ce fait que même quand c'est le concours avec niveau C, vous ne déposez pas le dossier s'il n'est pas complet. Mais quand on arrive à la présidentielle, on reçoit quand même s'il n'est pas complet. Je trouve que cette loi-là, elle est critiquable. Joseph, on vous a indexé aussi. Non, moi je pense que Paul Mayel a pris le soin de bien dire que ELECAM a deux organes, la direction générale et le conseil électoral. Oui. La direction générale qui a des démembrements dans l'ensemble du pays et chargée spécifiquement de recevoir, d'accueillir les différentes candidatures sans les discriminer. Parce que c'est le conseil électoral qui les examine. Alors beaucoup pensent que oui, la loi le dit, mais peut-être que cette loi, on pourrait la revoir pour que le premier tamis permette déjà d'évacuer sur les dossiers qui ne sont pas complets. Les messages qui est passé. Tout à fait. Et il y a même beaucoup qui sont venus pour se faire connaître, pour préparer les législatives et les autres
élections qui viennent après l'élection présidentielle. Ça n'a rien à voir avec le bilan. Ça n'a rien à voir avec le bilan du RDPC. Non, c'est juste des aventuriers qui étaient le passage, ils cherchaient les caméras. Voilà, non seulement pour se faire un nom, mais aussi pour pouvoir faire connaître leur parti politique, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont restés dans l'ombre, qu'on a découvert au dépôt des séquences. D'ailleurs, nous en avons 2 ici. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ces partis. Mais maintenant, ils ont manifesté l'intention d'aller à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ces partis sont connus. Maintenant, ça fait en sorte qu'en février, s'il y a l'élection municipale et législative, il y a quand même dans la tête des Camerounais qu'il y a tel et tel autre parti qui sont quand même dans l'écosystème des partis politiques au Cameroun. Donc, ce n'est peut-être pas totalement désintéressé de venir s'amuser. C'est vrai que c'était de l'amusement, quand même intéressé. Ce n'est non plus la banalisation de la fonction présidentielle? Non, pas du tout. Parce qu'à la fin, ils en sont restés 13. Bon, c'est vrai que lorsqu'on continue à voir les raisons des recours, on se rend compte que beaucoup continuent à aller là-bas pour s'amuser parce qu'il y a des candidats indépendants qui n'ont même pas vérifié les conditions de caution de 300 signatures, mais qui ont continué à saisir le Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont véritablement dans une logique de déranger. Et peut-être en dérangeant, ils se font une figure, ils se font un nom. D'accord. Au Cameroun, l'ECAM est une tromperie sur la marchandise, dit un message. Quelle que soit la bonne foi de l'ECAM, sa composition fait déjà problème. Un organe en charge des élections doit avoir l'approbation de tous les acteurs du jeu politique, mais ce n'est pas le cas avec l'ECAM. La plupart des acteurs ont le sentiment que l'ECAM est à la solde du pouvoir. Aujourd'hui, l'ECAM, avec son attitude, est en train de jouer avec l'avenir du Cameroun. Espérons que le Conseil constitutionnel fera mieux son travail. Il faut éviter la politique d'exclusion. Et Sofa Dikeni Tchakniao, est-ce que ce n'est pas une mauvaise interprétation? Lorsqu'on recale un dossier, on vous dit qu'il s'agit de la politique d'exclusion. Est-ce que ce n'est pas une approche quand même qui n'entre pas dans le cadre du respect des textes? Oui, Jean-Jacques, je vais vous prendre une petite illustration. Vous êtes un agent qui est chargé de traiter les dossiers de pension de survivants. C'est-à-dire que un assuré qui bénéficie d'une pension est décédé et il faut liquider sa pension. Maintenant, vous êtes l'agent qui est chargé donc de liquider ce dossier de pension. Vous recevez 2 actes de mariage. Un acte de mariage où c'est écrit mariage, communauté de biens, monogamie. Maintenant, vous, l'agent, le même agent, signé par une autorité compétente, vous recevez un autre acte de mariage de la même personne, signé aussi par une autorité compétente. Vous êtes l'agent qui est chargé de traiter le dossier. Est-ce que vous allez dire, bon, comme j'ai d'abord vu dans le premier acte là, que c'est monogamie, ça veut dire que l'autre acte était dans une situation de bigamie, alors moi, l'agent qui traite le dossier, j'ai décidé de rejeter le deuxième acte de mariage de ne considérer que le premier. Est-ce que vous allez faire ça? Vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez renvoyer les 2 demandeurs à la justice qui va trancher. Et maintenant, quand la justice va trancher, vous allez donc maintenant vous occuper des actes qui sont conformes suivant le juge. C'est réalité. Mais il y en a qui pensent quand même que ceux-là sont venus aussi dénigrer l'image de la fonction présidentielle. Non, je ne pense pas qu'ils sont venus dénigrer. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont là pour manifester leur mécontentement. Et ça, il faut en tenir compte. C'est quoi, le mur de lamentation et les camps? Non, c'est pas le mur de la... Non, pas du tout. Il ne faut pas dire ça. On rigole, ça paraît très marrant, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le mur de la... Mais malheureusement, c'est une façon de le dire haut et fort, ce que beaucoup pensent dans tout le territoire camerounais. Et ils n'ont pas tort de le faire. Et voilà, je pense qu'ils ont bien fait d'agir ainsi. De s'exprimer. Voilà. Alors Jean-Jacques Zé, c'est pas sérieux, vous insultez mon oncle, non, on ne l'a pas insulté. Le président Egono, le notable suprême de Genting 2, par Ombessa, Koumé et Bakadima, depuis Colomine, non, on ne l'a pas insulté, on l'a salué d'ailleurs. Il est parti d'Ombessa
pour venir déposer sa candidature, dit que vraiment il faut que les choses changent, que le candidat de Joseph Boutou a échoué. On n'a pas insulté du tout, mais son message est passé. Son message est très bien passé. Il a réussi à partir de Messa pour quand même arriver à Elekam. C'est qu'il voulait s'exprimer et il a réussi à s'exprimer. Maître Jean Guizot, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Désolé pour le retard. Mais c'est nous retrouver quand même. Oui, parce que ce n'est pas évident. Les routes de Yaoundé ne sont pas faciles à pratiquer. Il faut se dire la vérité, même si certains avaient dit qu'ils n'y voyaient pas de nid de poule. Que diriez-vous si vous étiez à Douala? Oui, j'étais à Douala il y a quelques jours. Hier ou avant-hier. J'étais à Douala il y a quelques temps et je dois avouer que c'est difficile. Je me suis résolu même là-bas à prendre parfois les motos taxis pour aller un peu plus vite. Donc bonsoir, merci. Joseph, comment c'est pas exact? Comment c'est pas exact, monsieur? Vous ne pouvez pas dire ça. Qui peut dire le contraire, Joseph, de ce qui se vit, se passe à Douala, même sur l'axe lourd? C'est comme dire un problème. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-discutants, mes amitiés à l'équipe technique et toutes mes salutations distinguées au top management. D'accord. Paul Mayel, est-ce qu'on n'a pas l'impression en écoutant, lisant les messages des uns et des autres, qu'on n'a toujours pas compris le rôle de l'ECAM? D'autres parlent de sa constitution, on pense que c'est déjà une organisation qui a un penchant, qui empêcherait une élection inclusive, parce qu'il y aurait une sorte de politique d'exclusion de ce côté. Est-ce que ce n'est pas ce débat-là qui malheureusement a empêché que les gens s'informent et les bonnes options, les bonnes informations sur le processus électoral? C'est pas moi qui vais venir dire sur ce plateau qu'il est quand même exemple de tout reproche. Je trouve que la loi électorale, que sans doute Maître Zogo maîtrise beaucoup mieux que moi, n'est pas questionnable. Tout le monde sait les problèmes qu'il y a dans la loi électorale. Tout le monde sait les problèmes que pose la composition de l'ICAM dans la façon dont ils sont nommés, par qui ils sont nommés, qui lui est un acteur du processus du jeu électoral, qui est un candidat comme tous les autres, et c'est lui qui décide des gens qui opèrent. C'est pas moi qui vais venir dire le contraire. Mais ce que je veux dire également, c'est qu'il faut que nous comprenions une chose. On a deux options. Soit on se dit le code électoral et l'ECAM, c'est pas bon, donc on n'y va pas, on baisse tous les bras et on s'assoit au quartier. Soit on continue à se battre parce que l'objectif justement, c'est d'arriver au pouvoir et d'avoir la possibilité d'apporter les modifications nécessaires pour qu'on retrouve un code électoral relativement consensuel. Je refuse de penser qu'un jour le code électoral fera totalement l'unanimité. Quand le prochain régime arrivera, modifiera, il y a des gens, ceux qui seront dans l'opposition, pourront toujours qu'il y a quelque chose à redire. Mais au moins qu'on ait un minimum de consensualité dans ce qui ressort pour le code électoral. Quand vous allez jouer, moi je suis un amateur de football, Jean-Jacques, quand vous allez jouer sur un gazon synthétique, on vous dit qu'il faut acheter des moulets, pour jouer sur les gazons. Si vous allez jouer au stade malien, surtout en saison des pluies comme maintenant, on vous dira d'acheter des crampons qui ont des centimètres assez élevés. Donc, nous jouons au stade malien avec le code électoral actuel et avec l'ECAM actuel. Nous devons, quand nous nous préparons à aller aux échéances électorales, il est question de la présidentielle cette année, comme des législatives et municipales. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons à la conquête du pouvoir. Et les gens qui sont au pouvoir n'ont qu'une seule envie, c'est de conserver le pouvoir. Et ils veulent le conserver par tous les moyens. Je disais dernièrement à quelqu'un que quand vous vous lancez à l'élection présidentielle, vous n'affrontez pas Paul Biya. Vous affrontez Paul Biya, vous affrontez le gouvernement, vous affrontez la machine administrativo-étatique, vous affrontez tous les fonctionnaires, du moins la grande majorité, vous affrontez les sous-préfets, vous affrontez les préfets, vous affrontez les gouverneurs, c'est toute cette armada-là, y compris une bonne partie de chefs traditionnels. Vous affrontez tous ces gens-là, des forces de maintien de l'ordre, c'est toute cette armada-là que vous avez en face. Donc, nous ne pouvons pas espérer que des gens qui sont au pouvoir, qui aujourd'hui ont la capacité de décider et de faire les lois parce qu'ils ont une majorité obèse à l'Assemblée nationale, nous fassent des cadeaux et nous dressent le tapis rouge quand nous venons dire que nous leur enlevons le beefsteak. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils considèrent qu'on vient leur enlever le beefsteak. Et donc, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais je continue à penser qu'il faut qu'on continue à se battre comme d'autres l'ont fait avant nous. Moi, j'étais tout jeune à l'époque, je voyais John Fundi, je voyais Célestin Monga, je voyais le bâtonnier Yondo Black, Mandengue, je voyais des aînés comme Henriette Ekwe, je voyais ces gens-là se battre et je dis qu'il faut que nous continuions à nous battre parce que l'objectif, vous savez, moi j'entends souvent dire que le président... Est-ce qu'il n'y en a pas qui mènent les mauvais combats? Avec que à l'heure actuelle, les gens vous ramènent encore l'ECAM
qui serait partial? Et est-ce que ce n'est pas le mauvais combat? Moi, je ne juge pas les combats des gens. Chacun mène le combat qu'il veut. Vous voyez, quand on est dans un environnement comme celui-ci, chacun mène le combat qu'il veut. Vous ne savez pas où ça fait mal à qui. Peut-être que moi, ça me fait mal au doigt, et l'autre, ça lui fait mal à la jambe, et ainsi de suite. Donc, chacun pleure la douleur qu'il ressent. Je disais tout à l'heure que, moi, j'entends souvent dire que Paul Biya fait 43 ans au pouvoir, c'est beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que le drame chez les Africains, c'est que nous avons toujours tendance à mener des combats ou alors faire des choses en les mesurant à l'échelle de notre espérance de vie. Si nous prenons à l'échelle humaine, 43 ans, c'est beaucoup. Si nous prenons à l'échelle de la nation, 43 ans, c'est rien du tout. Ce régime, il tombera, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 5 ans ou 7 ans. Mais un jour, il tombera parce que rien n'est permanent, parce qu'on a vu ailleurs des régimes se perpétuer comme lui et finalement tomber. Et le Cameroun, lui, il continuera. Et le drame, c'est que les gens qui sont aujourd'hui aux affaires n'ont pas intégré que quelques rejet, absence de lettre d'investiture. Parce que la seule personne qui peut... il se présente comme le président. Justement, et c'est ça la difficulté. C'est là que je vais attirer l'attention de Paul Mahel. La personne à qui est habilité à signer une lettre d'investiture dans l'Union des populations africaines, c'est le président général, légitimement et légalement reconnu. Moi, je n'ai signé de lettre d'investiture à personne. La preuve, moi, je suis allé à l'ECAM, j'ai pris le dossier qui permettait de déposer une candidature indépendante. Et jusqu'à dimanche soir, je n'avais pas pu réunir les 300 signatures. Et j'ai eu l'honnêteté intellectuelle de ne pas aller faire la photo et de mettre mon nom dans ce brouhaha-là. Alors, quand vous prenez des filibustiers comme ça, vous dites, nous voulons de la soirée avec... Je vous dis les choses, le problème se pose sur lequel. C'est que, à un moment donné, vous voyez tout à l'heure quand la dame s'offusquait de ce que, on dit que certains sont allés presque faire de la comédie là-bas. Attendez, madame, il faut dire la vérité à un moment donné aux Camerounais. Vous comprenez? Il faut dire aux Camerounais la vérité. Il y avait des comédiens. Il y avait des comédiens. Je veux bien croire qu'il y a eu, par exemple, le monsieur qui posait le problème de son argent qui est bloqué par l'État. Ça soulève le problème de la dette intérieure de l'État. Et c'est peut-être la tribune qu'il a trouvée pour dire que l'État me doit de l'argent, j'aimerais rentrer dans mes droits. Mais il y a d'autres personnes là qui ont essayé de légitimer une imposture en allant à Elekam. Et vous me dites que pour construire la contre-proposition à l'offre du RDPC, vous allez vous asseoir avec ces gens-là? Mais tous les recalés n'étaient pas des comédiens. Justement. Et là, le problème se pose sur lequel? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la classe politique est à l'image de la société. Si vous ne pouvez pas déjà faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, et que vous mélangez tout le monde, il n'en sortira rien. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire également une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. On passe autant à le dire. Le problème du Cameroun ne se pose pas en termes d'alternance. Il se pose en termes d'incapacité de notre pays à exercer son droit à l'autodétermination. C'est ça. On a un problème de système, d'ordre gouvernant. Et quand moi je regarde l'ensemble des offres politiques sur la table, le seul acteur politique qui est droit dans ses bottes, parce que lui il est dans sa logique depuis le départ, c'est le président sortant. Lui il est dans son logique parce qu'il veut maintenir l'ordre établi. Ceux qui veulent établir un nouvel ordre vous présentent des offres politiques dans lesquelles vous retrouvez des éléments du néocolonialisme. Vous comprenez? Et il ne faut pas que qu'on arrête de faire croire aux Camerounais que on doit changer. Quelqu'un a eu le culot de dire que même si c'est le diable, on met là-bas. Et les gens ont applaudi ça. C'est idiot, je suis désolé. On a dit que certains de ces candidats s'inspirent de cette sortie de l'évêque-là en disant que vraiment, ils ont échoué. Il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter le Cameroun, monsieur. Vous ne pouvez pas dire que n'importe qui peut aller s'asseoir à étudier parce que vous n'aimez pas Paul Biya. Que vous l'aimiez ou non, il est là. Vous voulez le battre, proposer quelque chose qui captive les Camerounais. Parce que je vous dis toujours ici là que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme avec son peuple. Cette rencontre ne devient fusionnelle que lorsque l'offre politique du prétendant ou de la prétendante rencontre les aspirations profondes des peuples, des populations. Et ceci se manifeste par le vote en faveur de cette personne. Là-dessus. D'accord. Oui. Donc, dire que Elekam a exposé l'impréparation des partis, moi je pense simplement que certains sont allés à Elekam faire de la fémania politique, essayer de profiter des caméras, de cette tribune, pour, faire des revendications qui n'ont rien à voir avec l'élection. 2, donner l'impression que bon, tout le monde peut y aller, puisque les agents de l'ECAM n'étaient pas juste de la recevabilité, de la conformité ou de la validité, ils prenaient tout le monde, même un fourré, puis déposer son dossier. Et troisièmement, il y a des bandits en politique qui ont voulu profiter de ça pour légitimer leur imposture qu'ils avaient déjà commencé en amont à
à élaborer. Donc il faut que on arrête de faire un procès à l'ECAM. Je n'ai pas l'habitude de faire dans la tendresse avec les institutions étatiques. Je crois que c'est connu. Les tas de l'ECAM sont connus. Les moments où il fallait se battre. Justement, nous disons que c'est aux législateurs de rendre la chose claire et facile. Nous avons reconnu ici que quand nous prenons On a besoin d'interpréter encore les textes. Quand nous prenons les textes, Oui. les textes sont vagues et flous à un certain niveau. Et c'est ça qui crée tout ce superflu que nous sommes en train de parler. Il y a un autre point que je vais soulever. Quel exemple par rapport à la sélection des Peut-être que pour l'a dit tout à l'heure, quand on dit extrait de naissance, les gens vont faire lorsqu'on dit, non, ça ne veut pas que le texte, ça veut pas que le texte est flou, ça veut dire qu'il y a peut-être quelques difficultés de compréhension. Il y a eu à un moment donné un débat sur la signature des lettres de candidature. D'investiture. Des lettres d'investiture, pardon. Oui. Certains disaient que ce n'est pas ce n'est pas au commissariat où on signe ça. D'autres disaient que non. C'est chez les autorités administratives, c'est-à-dire le préfet, sous-préfet, gouverneur. Mais quand on entrait dans les textes, il n'y avait nulle part où on précisait le lieu où la personne qui était habilitée à authentifier. Alors, éclairage. Vous comprenez? Merci. Parce que quand on dit la loi, Benjamin, la loi électorale, c'est une loi spéciale. Benjamin, vous allez continuer tout à l'heure. On a la loi sous les yeux. On va aller rapidement. Voilà, très rapidement. Moi, je voudrais juste apporter un précision en espérant que Maître Zogo ira beaucoup plus en profondeur. Je reviendrai sur l'intervention de Maître Zogo tout à l'heure, que je ne partage pas entièrement. D'accord. Juste pour dire que dans la composition du dossier, pour prendre notamment les pièces qui doivent être signées, Maître Zogo a le document sous la main, il est dit, vous devez avoir une déclaration de candidature à poser sur laquelle il y a votre signature. Voilà, ça c'est notre aspect. On est d'accord que... Par contre, nous sommes d'accord. Il y a des pièces comme le casier judiciaire, les candidats sérieux, tout le monde sait là où ça se fait. Non, tout le monde ne sait pas. Tout le monde sait là où ça se fait. Mais Et pourquoi ils n'ont pas fait? parce qu'ils ne font pas pourquoi ils n'en ont pas fait. Jean-Jacques, ce qui Personne n'est repris de justice. Jean-Jacques, moi je me dis que Ce n'est pas exclu. ce qui est un peu désespérant, c'est quoi? C'est que on se dit qu'on est, bon, je ne sais pas s'il est de l'opposition, on se dit qu'on est d'opposition. Et actuellement, c'est quoi? Malgré les divergences, je dis bien malgré les divergences d'idées, l'opposition a intérêt à faire, à un moment donné, une espèce de mutualisation parce que l'objectif est l'unique. Ce genre de discours ne promeut pas l'apaisement, ne promet pas la cohésion. Pourquoi? Parce que l'opposition doit quoi? Non, il y a un rapport. Pourquoi l'opposition doit faire? Il y a un rapport. Parce que tout à l'heure, on nous a fait comprendre qu'on ne devrait pas on ne devrait pas trop indexer les organes qui contribuent normalement à l'organisation des élections. Mais je suis quand même désolé. Lorsque, si vous vous souvenez, c'est pas, il y a une histoire, Staline, en 1945, à la veille des élections, que ce dernier avait eu à perdre, disait à Churchill que ce n'est pas les électeurs qui font gagner une élection, ce sont les compteurs de voix. Ce n'est pas les électeurs, mais ce sont les compteurs de voix. Mais il faut déjà avoir les voix. Voilà. Nous comprenons ce que ça veut dire. Nous sommes en URSS. Alors, nous devons donc savoir comment est-ce que le processus, la transparence est garantie. Ouais, mais on est quand même d'accord que beaucoup ont découvert le processus en se présentant à l'ECAM. Vous ne pouvez pas empêcher un enfant qu'on a fouetté vraiment de venir pleurer dans la rue. Alors bonsoir Jean-Jacques, je suis voilà complètement d'accord avec M. Onambele. Et juste une faveur, excusez-nous avec le gros français. Nyangono depuis Odia. Est-ce qu'il y a un gros français? On a lu le code électoral. Non, parce qu'avec Maître Zogo, ça volait quand même un peu haut. Hein. Bon, allons-y. Vous voulez réagir. Il vous a dit que vraiment vous voulez vous mettre avec qui dans cette affaire-là? La première chose, comme je le disais, je pense que les réserves que Maître Zogo vient de relever, nous les avons mentionné en début d'émission avant qu'il ne nous rejoigne.
Sauf que je ne saurais, moi je l'ai dit depuis le début, Maître Zogo, moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour tous ceux qui font de la politique, même ceux que vous qualifiez de comédiens. Mais je trouve que dire d'un homme politique, quel qu'il soit, qu'il est un flibustier et le dire à la télévision, je trouve ça un peu fort de café. Je pense qu'on peut avoir oui, je comprends très bien que ce soit un choix, mais je pense qu'on peut avoir des désaccords et rester quand même minimalement courtois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ce que Maître disait tout à l'heure, c'est que moi, je suis... et je me réjouis que dans votre propos, vous ayez évoqué le fait que le Cameroun aujourd'hui a un problème systémique. Et moi, je préfère rester sur une vision holistique et systémique plutôt que de m'attacher sur des personnes. Quand vous dites qu'il faut séparer de bon gré de livret, je pourrais vous dire la même chose pour ce qui est des électeurs. Quand nous allons à la quête des électeurs, nous ne savons pas qui est le bon électeur, qui est le mauvais électeur. Ce qu'il nous faut... Mais les voix, c'est une voix égale une voix. Donc ce qu'il nous faut, c'est avoir engrangé le maximum de voix possible. On ne veut pas savoir si c'est la voix d'un planteur, d'un businessman ou de X ou Y. Ce que nous voulons, c'est avoir des voix. C'est en cela que je pense que moi, aujourd'hui, tous les leaders de l'opposition, je ne parlais pas d'un leader de manière spécifique, tous les leaders de l'opposition sont ce que moi j'appelle les forces de l'opposition. Son problème, c'est le mot recalé. C'est même d'abord l'opposition. Voilà. Oui, maintenant, si on peut partir sur des discussions. Au Cameroun. Non, on peut partir sur des discussions terminologiques. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense que le Cameroun a un problème systémique. Et avec Akeremouna, par exemple, nous disons depuis 2018 que le principal problème de ce pays, c'est la corruption, qui a franchi les 3 niveaux de la corruption. Le premier niveau de la corruption, c'est quand elle est endémique, c'est-à-dire que quand elle est entre les personnes. Le deuxième niveau, c'est quand elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle arrive à tordre les mécanismes du système. Et le troisième niveau, qui est le niveau le plus élevé, c'est la capture de l'État. C'est-à-dire que quand vous avez un groupe de personnes qui ont pris l'État en otage, et qui gère le pouvoir. Et c'est à ce niveau qu'on est aujourd'hui. Et moi, l'objectif aujourd'hui, et c'est ce que moi j'ai l'habitude de le dire, comme vous venez de le souligner, que l'alternance au sommet de l'État n'est pas la solution au Cameroun aujourd'hui. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aller avoir un changement systémique. Et ce changement systémique passe par un certain nombre de réformes. Et là encore, c'est ce qu'Akeremouna propose. Et c'est ce que je disais, je voudrais noter, Jean-Jacques, pour m'en réjouir, que nous étions les premiers à parler d'alternance, de transition à un mandat. Oui. On nous a rayonné quand nous l'avons dit. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Pour la simple et bonne raison que personne n'aime les réformes. Les réformes font mal. Elles feront mal aux électeurs, aux gens qui vont nous élire. Et si vous avez l'ambition de rester au pouvoir longtemps, vous ne pouvez pas engager des réformes parce que vous devez ménager la fleur et le chou. Oui. Et donc, pour engager les réformes profondes, systémiques, structurelles et institutionnelles dont le Cameroun a besoin aujourd'hui, vous avez besoin de quelqu'un qui arrive, qui fait son mandat de réforme un peu à la Gerhard Schröder et qui s'en va pour que le prochain président puisse justement surfer dessus, comme l'a fait Angela Merkel en Allemagne. C'est ce que nous disons. Et pour ce changement systémique, donc, on a besoin de tout ce qui peut y concourir. Ce que vous appelez blagueurs, je suis sûr que s'ils étaient allés à l'élection, ils auraient eu 1 ou 2 voix. C'est 1 ou 2 voix contre. On peut perdre une élection en manquant d'une voix. Donc c'est là où je dis, on appelle tout le monde à apporter sa contribution à cette réflexion-là. Mais ça ne veut pas dire que... voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les personnalités qui ont été recalées, chacun peut apporter quelque chose, que ce soit dans la réflexion stratégique, que ce soit qui permette qu'on avance. Mais moi, je ne suis pas pour un système d'exclusion, sauf quand c'est flagrant et que c'est véritablement nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Et je dis même souvent aux gens, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, je dis que les gens aujourd'hui qui sont dans le RDPC peuvent travailler à la reconstruction du Cameroun. Ils ne sont pas des pestiférés. Je ne pense pas que le prochain président, quel qu'il soit, viendra avec ses sous-préfets, avec ses gouverneurs, avec ses maires, avec ses policiers, ses gendarmes. On travaillera avec les fonctionnaires de la République qui sont là. C'est juste qu'il faut impulser une nouvelle dynamique et mettre tout le monde au travail. Donc, et je sais, moi je sais parce que je côtoie des gens qui sont dans le RDPC, je sais qu'il y a des gens de valeur dans le RDPC. Je sais qu'il y a des gens qui sont des patriotes, je sais qu'il y a des gens qui ont l'amour de ce pays. Il ne faut pas tout confondre. Donc, ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition que je vais dire que du coup, tous ceux qui sont du RDPC là, non. Donc, c'est cette vision holistique et systémique que moi, je préfère avoir dans un débat comme celui-ci. D'accord, bonsoir Jean-Jacques. Maître Zogo dit les choses telles qu'elles sont. Autant de dossiers de candidature ne fait pas sérieux. C'est de la pure fanfaronnade. Vous ne pouvez prétendre renverser un régime sans une once de sérieux.
le professionnel au-dessus des professionnels. Ah, là, c'est moi. Merci. S'il vous plaît, il est important de signaler à votre panel que toute action pré- ou post-électorale a une importance quand il s'agit de l'analyse. Ici, on peut déplorer l'action du politique de prolonger le mandat des élus, ce qui empêche l'expression réelle de la démocratie. Il est clair que si on avait suivi la lettre, le calendrier électoral, je suis persuadé qu'il n'y aurait pas autant de dérives. Alors, est-ce qu'il y a des dérives? Le monsieur en cravate blanche est trop impulsif. Lorsqu'on lance un concours administratif, toutes les modalités sont définies et l'arrêté circule sur les réseaux sociaux. Prochainement, en convoquant le corps électoral, il faut en même temps définir les modalités. Chilikai Etienne à Guider, qui pense également qu'il y a une autre façon pour définir les modalités. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Vraiment, nous sommes un peu déçus par l'attitude du MINAT qui sème toujours le trouble dans les partis politiques. Le CCP, le PCRN, le Manidem, l'UPC, ainsi de suite. Je pense que c'est le MINAT qui sème le trouble de ce côté-là. Bonsoir. Grand soir. Merci vraiment pour ce que vous proposez sur votre émission pour étayer la lanterne. Le monsieur président général du parti UPA est vraiment cohérent dans son analyse. Il fait de bons diagnostics de notre problème. La machine est déjà en marche. À nous qui voulons ce changement tant attendu de trouver le moyen pour inverser la tendance. On parle de tentative de coalition. Je crois que c'est déjà un très bon début de solution pour sortir de cet emprisonnement politique qui nous tient depuis fort longtemps. Ceux qui veulent réellement ce changement se mettront ensemble pour renverser ce bloc gigantesque, mais les espions refuseront de mutualiser les forces. Merci et bonne continuation. Abouaka Garwa Awal depuis Douala. Je pense qu'il y a toujours des espions dans cette affaire-là. Monsieur, bonsoir, bonne émission. Seulement, je ne suis pas d'accord avec Maître Zogo. Il faut un changement systémique dans ce Cameroun où rien ne marche. Le pouvoir en place a échoué lamentablement. Il avait déjà dit cela que la faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas une maladie, ou bien l'éjaculation précoce n'est pas une maladie, encore moins la reprise lente. Ce sont les symptômes de maladie qui peuvent être causés par le chlamydia ou bien par la chlamydia, ça tout dépend. Et aussi, nous avons des femmes là qui ont les problèmes de conception, des femmes là qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Quand bien même elle tombe enceinte, elle va se convaincre de faire une fausse couche du fait qu'elle est victime de chlamydia. Quand elle arrive même à terme et qu'elle accouche, elle va constater que l'enfant est constamment malade. Elle va voir que l'enfant pleure beaucoup dans la nuit et l'enfant est toujours en train de chauffer. Aujourd'hui, nous sommes surpris de voir des enfants, des adolescents de à peine 15 ans, 17 ans, avoir des symptômes de chlamydia en eux parce qu'ils ont grandi avec tout un peu. Et là, à ce moment-là, ça commence à être compliqué pour la guérison. Il y a beaucoup de personnes là qui ne sont pas à l'aise du fait qu'elles sont victimes de ce chlamydia-là. Et quand on parle, par exemple, que tout être humain a le chlamydia, certaines personnes estiment que non, c'est peut-être exagéré, que non, c'est tout être humain qui a le chlamydia. Comme je l'ai dit tantôt, c'est quand le taux il est élevé qu'on commence donc à parler de chlamydia. Il y a beaucoup de couples, beaucoup d'hommes qui ont les problèmes de pouvoir enceinte une femme du fait qu'ils sont victimes de chlamydia. Parce qu'ici, le chlamydia, il détruit la qualité et la quantité des spermes à la production. Parce qu'il y a des germes et des bactéries qui les détruisent lors de la production. Le résultat du coup, c'est quand il arrive dans l'éjaculation, soit ça va sortir très peu, soit ça va sortir étant très léger, parfois même c'est quasi absent. Et les taux de spermatozoïdes, quand il faut pour féconder, c'est très lent et parfois c'est très faible. Le résultat du coup, ce monsieur est déclaré parfois stérile. Or, il faudrait juste qu'il soigne son chlamydia pour que quand l'organisme continue de produire, que ça produit des spermes ou des spermatozoïdes en bonne santé. Et à côté de ça, comme je l'avais toujours dit, et comme je l'ai toujours dit, que le chlamydia en lui-même, quand il est négligé, que ce soit chez la femme, il va provoquer les problèmes de frigidité, absence de désir sexuel, c'est-à-dire que lors des rapports sexuels, elle aura des douleurs, ou bien elle aura des saignements, ou bien elle aura ce qu'on appelle les problèmes de sécheresse vaginale, du fait qu'elle est victime de chlamydia. Une femme qui a les problèmes de perte blanche, c'est très normal qu'une femme ait des pertes blanches, surtout quand elle est en activité sexuelle. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que quand ces pertes blanches-là commencent à sortir avec une forte odeur, ou bien accompagnées de démangeaisons encore, avec une coloration peut-être jaunâtre ou bien noirâtre et parfois crépateux, c'est où
la femme là doit s'en inquiéter. Mais c'est très normal qu'une femme qui a des pertes blanches, surtout quand elle est en activité sociale, c'est très normal que de temps à autre, qu'elle ait des pertes blanches. Alors, on dit encore à tous les spectateurs qui nous regardent en ce moment que Plante de Vie est située à Douala, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Pour celles des personnes qui sont à Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour Iptek, à l'immeuble Baïga. Et il y a plusieurs personnes qui sont victimes des problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, du fait qu'elles soient victimes de chlamydia. Elles vont se brosser 2 à 3 à 4 fois par jour, mais la mauvaise haleine persiste. Elles vont se laver 5 fois par jour, mais la mauvaise odeur corporelle persiste. Bien, la mauvaise odeur au niveau des aisselles persiste. Et c'est des personnes qui ont la mauvaise odeur au niveau des pieds, c'est-à-dire que quand elles se déchaussent, il y a une très forte odeur qui va dégager. Alors, chers téléspectateurs, venez du côté de chez Plante de Vie pour pouvoir avoir la solution à vos problèmes liés au chlamydia ou à la chlamydia. Et vous qui avez le problème de rétrécissement, le produit Open Sex, il est toujours disponible. Ce produit qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. Open pour Sex. tous ces messieurs-là qui ont les problèmes de C'est nécessaire, taille. ça fait partie du plaisir de la vie. Madame la présidente dit tu as que c'est créé nécessaire ça. quoi augmenter la taille? C'est nécessaire parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment plus d'appareil génital, c'est-à-dire qu'en érection, il y a trois moins de 5 formats. centimes. Il y a 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Zogo. Il y a le Raison moyen pas. format qui augmente entre 2 nécessaire. et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Chers parents, Heureusement je que ne c'est pas dans terminerai la pas loi sans vous dire que évitez la circoncision précoce et évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants parce que c'est un organe qui n'a pas besoin de soutien. Voilà, il ne faut pas l'étouffer. Faut pas Faut pas l'étouffer avec Faut les- les caleçons trop serrés. Trop serrés. La circoncision Merci, les précoce, il faut on se retrouve éviter. très bientôt. Merci bien. Les numéros de téléphone sont certainement notés par les uns et les autres. On poursuit notre programme, la causerie de ce soir. Bonsoir au Maurice Kamto, des journalistes au Cameroun. D'accord. Je dis que bonsoir au Maurice Kamto, des journalistes au Cameroun. Et les CAM n'a pas explicitement accusé les partis politiques d'impréparation. Oui, on se comprend. Pour la présidentielle 2025, elle a plutôt appliquer les critères de recevabilité pour les dossiers de candidature. Le fait que certaines candidatures, y compris celle de l'opposant Maurice Kamto, aient été rejetées, suggère des lacunes dans la constitution des dossiers. Mais ce constat n'a jamais été formulé comme une critique directe des partis eux-mêmes. Merci à Paul Maël pour sa légendaire rectitude. Bonne suite de l'émission. Franck Manga depuis Douala. Bonsoir Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'il dit dans ce message? Je pense réellement que l'impréparation des partis politiques n'est pas la faute de l'ECAM. Il faut simplement noter et féliciter la régularité de certains acteurs politiques qui font un travail de fond et donc nécessairement sont présents lors des échéances politiques et même avant, très loin des partis politiques qui s'installent dans un jeu néfaste qu'on pourrait qualifier de naïveté politique. Merci pour ce message également. Bonsoir le panel. Dire que vous allez renverser le régime en place par la voie des élections à un tour, c'est se tromper soi-même. Au lieu que ce soit, disant, opposants combattent pour le changement de scrutin à un tour, qui n'existe plus dans toutes les démocraties du monde. Ils passent leur temps à déranger Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel qui est un membre du régime Dixon qui envoie ce message. Il pense qu'il faut aller mener d'autres combats, notamment revendiquer des élections à 2 tours. Bonsoir Jean-Jacques, c'est Dieu seul qui va nous sauver dans cette situation. Chaque candidat allait à Itoudi. C'est déplorable. Junior Lokamba depuis son village natal à Yasuka, Yaloka, Bakoko. On vous salue là-bas dans votre village. Alors quelqu'un a parlé d'un travail de fond. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque le plus aux partis politiques? On a vu beaucoup faire pratiquement des répétitions sur le montage des dossiers, aller s'informer sur les trajectoires, notamment ceux qui sont allés prendre les partis d'emprunt. J'ai pas dit Yango. Ils ont fait un travail de fond. Est-ce que ce n'est pas ce qui a manqué pour la plupart des candidats? Non, pas forcément. Je pense que certains candidats ont fait ce qu'ils ont pu. D'accord, ils ont essayé de pouvoir réunir le maximum de dossiers pour concourir à ce grand événement qui est quand même très important. Mais le travail de fond suppose quand même que les notions telles que légalisation de signatures, extrait de ceci, extrait de cela, qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Beaucoup sont surpris quand leur dossier est rejeté, qu'on leur explique ce qu'il fallait faire. Bon, comme je reviens un peu à ce que dit Monsieur Zogo, Maître Zogo,
quand on se dit, on veut se présenter à une élection présidentielle, il faut lire le code électoral. Il faut savoir les documents nécessaires pour pouvoir se présenter. Maintenant, bon, on connaît tous les aléas de la situation comme par exemple dans mon cas, j'ai eu des difficultés de pouvoir réunir les 300 signatures. Mais j'ai quand même déposé mon dossier pour pouvoir continuer à réunir ces 300 signatures et revenir compléter mon dossier. Mais ça n'a pas été, il n'y a pas eu de succès. Vous avez commencé à collecter les signatures quand? Ben, depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Mais malheureusement, ça n'a pas été... bon. C'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas que les signatures, ce n'est pas seulement les élus des conseils régionaux, municipaux et autres, qui ne sont pas allés, par exemple, au niveau des chambres consulaires, qui a quand même un gisement de signatures. Vous avez 100 membres à la chambre d'agriculture, c'est comme 180 à la chambre de commerce. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, que bon, on évite d'en parler parce que c'est pas non plus... nous ne sommes pas là pour accuser... Il faut bien qu'on débatte ces sujets hein, pour que non, ça s'améliore. Nous ne sommes pas là, non, parce que moi, pour dire vrai, moi, je suis plus là pour le peuple camerounais. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Vous pensez que le PCPDC est là pour le peuple ivoirien? Non, 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 non. Tout le monde, nous sommes tous là pour le bien-être du peuple camerounais, je pense, même le RDPC. Hein. Donc, bon, nous avons... c'est le quotidien du RDPC là-bas. Comment? C'est le quotidien du RDPC. S'occuper du peuple camerounais. S'occuper du peuple camerounais. Ah, d'accord. Bon, on va dire, M. Paul Biya, il fait ce qu'il peut. Mais maintenant, il faut le renouveau. Nous devons améliorer la situation. Nous devons... il fait ce qu'il peut. Voilà. Mais c'est son rôle de faire le maximum pour que le peuple camerounais... Et vous pensez qu'il fait le maximum? On va dire... c'est pas assez. Voilà, c'est pour ça que nous battons tous. Nous nous battons tous parce que nous considérons que... Comme le combat quelqu'un qui a assez bien. On ne va pas dire qu'il il fait rien. Il faut quand même qu'on arrêtons d'être un peu ingrat. Il y a une réalité qui est là. Mais il manque un plus. D'accord? Et c'est pour ça nous considérons que ce plus-là n'est pas... Nous pouvons apporter ce plus-là. D'où le parti de M. Akeremouna qui considère que voilà... Pourquoi nous posons notre candidature? Parce que ce plus-là manque et le peuple camerounais a besoin de ce plus-là. Vous êtes de plus en plus proche d'Akeremouna là. Non, on va finir par se comprendre. Je n'ai pas dit que bon, je suis parce que je pense que quand moi je ne me considère pas opposant, mais je pense que je suis plutôt pour un rassemblement. Je pense que nous devons tous nous rassembler. On ne peut pas notre point de convergence avec Akeremouna, nous travaillons à la convergence. Donc. Vous n'êtes pas de ceux qui disent que Biya doit partir. Point. Moi, je suis pour que nous nous rassemblons. Je pense qu'ensemble, nous pouvons revoir ce qui n'a pas été fait pour pouvoir le faire. Il ne doit pas partir? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'il parte, mais si je me présente à la candidature, c'est pour apporter ce renouveau. Et que parce que je pense que je pouvais incarner cette nouvelle vision, cette nouvelle dynamique, ce nouveau paradigme. D'accord. Est-ce que ce n'est pas le travail de fond qui a manqué? Les gens qui ont pris leur temps, qui n'ont pas attendu la dernière minute pour courir à gauche et à droite, aller légaliser un papier, aller ficher. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond sur la durée? Au moins, on a 7 ans pour préparer cela. Est-ce que ce n'est pas ce qui a manqué? Voilà, justement, vous posez la bonne question parce que je vais intervenir en tant qu'expert dans les questions de management. Voilà. D'abord, au début de son propos, Paul Mayel a dit que la candidature de l'univers qui a investi Maître Akeremouna était déjà prête un mois avant. Ça, le dossier. Son dossier était après un mois avant. Ça, c'est du management. Et je crois que lorsqu'on a un projet d'être candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas au moment où on convoque le corps électoral que le projet naît. Le projet doit exister avant. Et en management, il y a ce qu'on appelle la planification. Voilà. Et lorsqu'on planifie, on se fixe des objectifs à tout moment. Si je vais être candidat à l'élection présidentielle, l'objectif principal, c'est quoi? C'est de gagner ou de participer. Bon, maintenant, si on s'arrête d'abord au niveau de la participation, le premier objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un dossier qui doit passer entre les mailles
de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Alors on doit se dire, on va faire ce qu'on appelle un cadre logique pour que mon dossier puisse être validé par l'ECAM, que nous n'ayons pas de problème de contestation au Conseil constitutionnel. Quelles sont les activités que nous devons mener pour que cela arrive? Je crois que cette planification-là, tout candidat sérieux à une élection présidentielle devrait l'avoir fait minimalement dans le moyen terme qui est entre 2 et 1 an. Lorsque les gens ne l'ont pas fait et qu'on convoque le corps électoral et chacun se découvre la vocation de président de la République, on arrive donc à 70 candidatures qui sont rejetées, dont les 90% des rejets sont sur les pièces basiques. Des pièces basiques d'un dossier. Quand quelqu'un peut venir déposer un dossier, il n'a même pas son propre extrait de naissance. C'est qu'il y a un problème. Alors, comment quelqu'un qui voulait véritablement être candidat à l'élection présidentielle fait comment pour des pièces qui ont une validité de 3 mois pour ne pas les avoir et accuser l'autorité administrative? Si je fais mon extrait 2 mois avant la convocation du corps électoral parce qu'il sait que je suis candidat, à ce moment-là, quel est le sous-préfet qui sait qu'il vient faire l'extrait là parce que pour être candidat à l'élection présidentielle? Aucun sous-préfet. Donc tout ce que les gens viennent dire après, c'est seulement pour essayer d'apporter du discrédit pour un processus qui se veut sérieux, où les gens doivent se préparer des années avant, et même pour se faire investir par les partis politiques représentés. Voilà. Il y a des candidats qui n'avaient pas de parti politique avec une représentation qui leur permettait d'être candidats. Certains, au lieu de commencer à tisser des alliances ou alors à remplir les conditions de candidats indépendants, se sont laissés discrets eux-mêmes par un débat sur le mandat impératif qui ne leur a pas permis de chercher le bon yango qui pouvait les amener à bon port. Du candidat, pourtant on avait 2 éminents juristes, le candidat lui-même et le professeur Nkumbondo qui est professeur de droit. Mais on a passé quand même pour 4 jours de débat à se dire est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a des problèmes de compréhension qui peuvent survenir. Donc c'est ça, c'est cette structuration dans les partis politiques où parfois vous n'avez le parti politique est structuré, est un triumvirat, c'est-à-dire que le leader et ses 2 copains, peut-être avec sa femme et ses enfants à la maison. Donc je pense que là aussi, il faudrait peut-être revoir la loi sur les partis politiques et avoir un certain nombre d'exigences. Quand vous regardez, aujourd'hui, nous allons à l'élection présidentielle. Quand vous allez à une élection présidentielle, vous devez avoir un QG de campagne. Et un QG de campagne a essentiellement 4 cellules. Vous avez une cellule stratégique, là où se discute tout ce qui est stratégie. Et dans cette cellule stratégique, vous avez les gens comme la communication, vous avez les gens comme les juristes. C'est là où il y a la matière grise du QG de campagne. Après ça, vous avez tout ce qui est logistique, c'est-à-dire que gestion des ressources financières, matérielles, humaines et ainsi de suite. Après, vous avez la mobilisation. La mobilisation, c'est tout ce qui comporte les gens qui vont sur le terrain, qui vont mobiliser tout ça. Et enfin, vous avez une cellule de veille qui s'occupe du suivi et d'évaluation, qui vous dit attention, on est sur les réseaux sociaux, on dit ceci de nous, ça s'est passé, ça s'est pas passé, ce genre de choses. Il faut cette structuration à la base là, si on veut faire la politique minimalement, avec un minimum de sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque. Et ça manque pourquoi? Parce que la légèreté avec laquelle, et c'est là où je reviens encore sur le fait qu'il faut aller aux causes, on a 81 candidats à la candidature parce qu'on a 400 et poussières de partis politiques. C'est pas possible. C'est pas possible que tout le monde se lève, le premier qui dame se lève. Mais il faut juste un timbre pour créer un parti politique. Oui, mais c'est ce que je dis, qu'il faudrait que la loi devienne un peu plus rigoureuse. Pourquoi est-ce qu'on exigerait que pour avoir un organe de presse, il vous faille avoir une dizaine de salariés et qu'on ne vous demande rien qu'il soit affilié à la CNPS. Voilà, qu'il soit affilié à la CNPS, qu'il y ait ceci, qu'il y ait un siège, un professionnel à la rédaction. Alors, pourquoi on ferait ça pour la presse et pas pour un parti politique qui aspire à présider aux destinées de toute la nation? Donc je pense que là aussi, il y a une sorte de permissivité qui peut-être dans l'esprit de ceux qui ont conçu la loi à l'époque, participait aussi de la volonté de disséminer l'électorat et de faire en sorte que... Mais je dis que justement, c'est ce genre de c'est le travail de fond que les réformes structurelles et institutionnelles qui doivent être faites par le régime de transition que nous proposons par exemple, devraient s'attarder pour que la prochaine République, parce que nous on considère... Parce que lorsqu'on voit ces partis politiques-là, à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Est-ce que cette organisation-là n'a pas un impact sur ce que nous voyons tous aujourd'hui?
Jean-Jacques, je vous ai toujours dit que je vais toujours remonter vers les causes. Ce que vous appelez 400 partis politiques, c'est en réalité 400 associations politiques. Ce ne sont pas des partis politiques pour la plupart. Un parti politique repose sur une idéologie. Vous comprenez? La plupart n'ont pas d'idéologie. Première chose. Deuxième chose. Il y a un manichéisme immuable en politique, sous toutes les latitudes et de tout temps. Vous avez toujours deux camps. Il n'y a pas de neutralité en politique. Soit vous appartenez à l'ordre établi, soit vous êtes dans l'ordre réformateur, celui qui veut remplacer, faire tomber l'ordre établi. Bon, l'ordre établi, moi je dirais l'ordre régnant. Peu importe. Parce que tout à l'heure, j'entends, les gens me parlent, moi je ne fais pas du populisme. Pour venir faire plaisir aux gens, on va rassembler, on parle pour la voix des sans-voix, lesquels? Les sans-voix. Quels sans-voix? Les Camerounais s'expriment sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Quand vous êtes connecté, croyez-moi, les Camerounais parlent. Plus avec 100 francs de connexion, vous bavardez. Vous avez des individus qui ne peuvent pas manger tous les jours, mais qui bavardent sur les réseaux sociaux du matin au soir. Donc les Camerounais s'expriment. Ils n'ont pas besoin que vous portiez leur voix. Le problème qui se pose au Cameroun, c'est qu'on délaisse constamment les débats de fond pour aller vers les accessoires. Première chose, on n'a pas 400 partis politiques, on a 400 associations politiques. C'est pour ça que c'est facile à créer. Mais maintenant, à la fin, quand vous regardez très bien le landerneau politique camerounais, les gens qui font vraiment fonctionner un parti politique, qui peuvent compter 100, prenant 100 personnes, tout de suite, on va tomber peut-être à une trentaine, une quarantaine de partis politiques. Encore que. Vous comprenez? Donc, en fait, et beaucoup de partis politiques n'existent que dans la mallette de leur fondateur. Même leur femme n'est pas militante de leur parti. Ils sont même pas au courant. Ensuite, maintenant, le fonctionnement des partis. Qu'en 2025, ils ne savent pas où on doit signer tel papier ou tel papier parce que nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Les mêmes qui ont signé les papiers en 2025, ils en signeront encore en 2032. Ceux qui n'avaient pas encore, c'était pas adapté à ce processus d'amélioration continue, qui prennent maintenant le train en marche pour qu'en 2032, peut-être que le président Paul Biya ne sera plus candidat. D'accord. Merci Paul Maël pour ce document qui va nous permettre davantage de lire la vision du candidat. Et ce document n'est pas complet. C'est un premier jet qu'on a produit pour présenter le candidat et dans les jours qui viennent, on l'enrichira avec le programme complet du candidat. Ça se modernise, hein. C'est très intéressant de vivre les élections.